Et salut à tous, c'est Bava des Bois, on se retrouve pour ce 14e tuto où on va parler un petit peu de pathfinding. La dernière fois on a fini de faire le comportement de base de notre squelette, de notre ennemi. Et pour l'instant, notre ennemi, il prend une position aléatoire dans la map et il y va en ligne droite, donc il n'y a pas encore de pathfinding et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc en gros le pathfinding c'est essayer de trouver un chemin entre un point A et un point B, le tout en évitant les obstacles et essayer de trouver le chemin le plus court possible. Alors pour faire ça, ça va être relativement simple parce que Godot implémente ce qu'on appelle un A-star. Alors le A-star en gros c'est un des algorithmes les plus connus qui permettent de faire ce genre de choses, qui permet de faire donc du pathfinding. Donc A-star c'est pour un A et une étoile, hein. A-star en anglais. Donc on va pas avoir besoin de coder l'algorithme lui-même, Godot l'implémente déjà. Par contre on va avoir besoin de lui donner des informations à cet algorithme et donc c'est ça qu'il va falloir faire. Et on va parler un petit peu de aussi comment on va organiser notre code pour que le personnage ne dépende pas du pathfinding, etc. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Bon, nous revoilà dans le jeu. Bon, alors le principe de base du A-star, en gros, c'est que le A-star, il utilise des points, et ces points sont connectés ou pas entre eux. Donc en gros, l'idée, c'est qu'ici, on a une grille qui représente toutes les cases de notre jeu. Donc chaque tile, vous vous souvenez de... On a utilisé le tileset. Chaque tile est dans une grille, vous voyez, comme ça. Donc là, en gros, on va utiliser la grille du tileset pour les points du A-star, donc de notre Pathfinder. En gros, l'idée, c'est que chaque case va représenter un point du Pathfinder, et ensuite, on a besoin de lui dire, telle case va être connectée à telle autre, etc. Et lui, donc ça va lui faire un maillage de points. Chaque point va être connecté à d'autres points. Donc à partir d'un point, il va pouvoir savoir s'il peut aller à un autre point, parce qu'il va juste pouvoir parcourir les connexions pour voir s'il y a un chemin entre les deux. Voilà. Donc après, on n'a pas besoin d'expliquer comment l'algorithme il fait pour trouver le meilleur chemin avec toutes ces connexions. Nous, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est créer les points, leur donner des positions et les connecter entre eux. Le truc, c'est que notre Pathfinder, il va avoir besoin d'avoir des informations sur la map, en fait, pour qu'on puisse lui donner les bons points. Il va falloir qu'il ait des informations sur la map, parce qu'il va falloir qu'il sache où sont les obstacles, il va falloir qu'il sache où sont les murs. Il va falloir qu'il sache la taille de la map, parce que forcément il faut qu'on ait un nombre limité de points, il ne faut pas qu'on mette une infinité de points, sinon ça va être beaucoup trop lent. Donc le Pathfinder a besoin d'avoir les données de la map en gros. Et de l'autre côté, le squelette il va avoir besoin du Pathfinder. Donc la première question qui va se poser à nous, c'est comment on fait pour faire en sorte que notre squelette soit indépendant du Pathfinder quelque part. Qu'on puisse faire tourner le squelette même si on n'a pas le Pathfinder par exemple. Et inversement, que le Pathfinder ne dépende pas directement des ennemis, qu'il n'y ait pas une dépendance entre le Pathfinder et les ennemis directement. Parce que le premier truc qui me viendrait à l'esprit en tant que néophyte, ce serait de dire je vais créer un nœud Pathfinder dans mon squelette, parce que c'est le squelette qui va demander un chemin à ce nœud. Donc je vais créer un nœud Pathfinder dans le squelette va demander au Pathfinder un chemin, et puis ensuite le Pathfinder lui retourne le chemin, et voilà, c'est fait. Le problème c'est que si vous faites ça, vous avez une instance de Pathfinder par ennemi, ce qui fait que c'est beaucoup plus de calcul, parce que pour chaque instance, vous allez devoir lui donner tous ses points, etc. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait qu'un seul Pathfinder, en fait, qui donne le chemin à tous les ennemis. En fait, il y a un seul nœud Pathfinder dans tout le niveau, et les différents ennemis vont pouvoir lui demander le chemin qui va bien. Comme ça, on n'a qu'une seule instance. Donc en fait, ce que je veux, c'est que le Pathfinder, il soit dans le level et pas dans mon squelette, pas dans mon ennemi. Donc première chose, c'est ça qu'on va faire. Donc on va créer un nœud, on va juste mettre un nœud de base, on va l'appeler Pathfinder. Donc c'est ça qui va nous servir à trouver le chemin, je vais le mettre tout en haut. Ce truc-là va prendre un script, on va l'appeler pathfinder.gd, qui va hériter de node, voilà, tout simplement. Donc voilà. Ce nœud, on va lui donner une class name, Pathfinder. Ça, pour instancier ce même nœud autant qu'on peut. Mais... Vous savez quoi, on va faire encore mieux d'ailleurs au niveau de l'architecture. Ce que je vais faire, c'est que je vais virer le nœud décoration là, parce qu'on en a plus besoin. Il y a les tonneaux dessus, mais de toute façon on s'en sert pas. Donc actuellement on se sert juste des jarres et des coffres, donc des pots et des coffres. Et les pots et les coffres c'est des scènes elles-mêmes. Donc là pour l'instant on peut se virer le nœud décoration, il nous sert à rien. Voilà. Et le Pathfinder on va le mettre en enfant de Walls on Ground. Parce qu'en gros il va aller récupérer les informations du tilemap qui est son parent. Donc dans le nœud Pathfinder, ce qu'on va faire c'est onReadyVar tilemap égale getParent. Donc notre Pathfinder il doit être enfant d'un tilemap et il va récupérer les données de ce tilemap pour pouvoir générer les points automatiquement, les points du A-star. Donc je répète un petit peu, le A-star il a besoin d'avoir des points qui soient connectés entre eux, et c'est entre ces points qu'il va trouver un chemin en fait. Donc en fait ce qu'on va lui faire quand on va lui demander un chemin, on va lui dire je veux un chemin entre tel point, et lui il va nous retourner une liste de points par lesquels il faut passer pour aller entre ces deux points. Il va nous falloir de quoi convertir évidemment le point en position et la position en point. Comme dit, pour faire du pathfinding il va nous falloir un A-star. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déclarer un A-star. Je déclare une variable qui s'appelle A-star, et là on a une classe qui s'appelle A-star 2D dans Godot.
Donc on va faire un a*2d.new. Donc quand on fait un point .new, en fait, ça crée un objet de type, ce qu'on a mis avant le point .new. Donc là, on crée un objet de type a*2d. Et donc si on va voir dans a*2d, si je CTRL-clique dessus, il va vous mettre la doc de a*2d. Et il dit, this is a wrapper for the a* class which uses 2D vectors instead of 3D vectors. Parce qu'en fait, vous avez aussi un a* tout court dans Godot qui, lui, est fait pour faire de la 3D. Mais nous, on va faire de la 2D, ça sera plus simple. Donc on va utiliser le a* 2D. Et si vous allez voir dans a*, là il vous explique a* is a computer algorithm that is widely used in pathfinding and graph traversal. This process a plotting short path among vertices. Donc il vous dit le a*, c'est un algorithme de calculation qui est très utilisé pour faire du pathfinding et de la navigation de graphes. Le principe est de chercher des chemins courts parmi des vertices et des vecteurs, parmi des vecteurs, donc parmi des points en fait, ce qu'il dit entre parenthèses points. Donc en fait c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va avoir un réseau de points qui vont être connectés entre eux par des segments, et en gros lui, on lui donne 2 points, il va trouver le chemin entre ces 2 points via les segments. Donc les segments, c'est les connexions entre 2 points. Ok, super. On va aussi se rajouter une variable qui va représenter la taille de la salle dans laquelle on est. Donc en fait, la taille du level, mais comme on fait un roguelike, évidemment, ça va être un petit peu à Binding of Isaac, c'est-à-dire que vous allez naviguer à travers des salles. Donc nous, ce qui nous intéresse dans le Pathfinder, c'est juste pouvoir naviguer dans cette salle, parce que les monstres, ils vont jamais sortir des salles. Donc il va nous falloir une variable qui contient la taille de la salle. Donc on va avoir room size, ça va être un vecteur 2. Alors on va lui donner vecteur 2.0 par défaut. Et évidemment, on va lui donner une valeur par la suite. Bon, alors, il va y avoir pas mal de code à faire dans ce Pathfinder. Donc, on va essayer de réfléchir un petit peu à quel est notre objectif final, en fait. Qu'est-ce qu'on veut que notre Pathfinder y fasse? En fait, c'est surtout comment on va interagir avec le Pathfinder qui nous intéresse. Donc, on essaye de réfléchir à l'avance à quelle est la fonction que je vais appeler au final qui va me faire ce que je veux. C'est-à-dire, ici, notre but, c'est de trouver un chemin. Donc on va faire une fonction trouver un chemin, donc find path. Donc on va commencer par ça. On va avoir une fonction qui s'appelle find path. Et alors qu'est-ce que je veux qu'elle fasse cette fonction? Si on réfléchit bien, ben, je veux lui donner une position de départ, donc une position dans le monde, hein, qui va être une position en pixels, comme la position de notre personnage ou la position de n'importe quel objet dans le monde. Donc on veut que ça soit une position exprimée en pixels. Donc je vais avoir from, qui va être la position de départ, qui va être un vecteur 2, et je vais avoir to, qui va être la position d'arrivée, qui va aussi être un vecteur 2. Donc ça va être les 2 arguments que je vais lui passer. Je vais lui dire, je veux que tu trouves un chemin entre ce point-là et ce point-là. Et en retour, ça va nous retourner un pool vector 2 array. Alors un pool vector 2 array, qu'est-ce que c'est? C'est juste un array qui contient que des vecteurs 2 en fait. Mais en fait, ça vous force à mettre que des vecteurs 2 dans cet array. Donc là, pour l'instant, on va juste faire return, pool vector 2 array. Je fais juste ça pour que je retourne un pool vector 2 array vide, juste pour qu'il ne m'embête pas. En gros, ça, c'est mon but final, c'est d'avoir une fonction qui fait ça. Maintenant, à partir de ce but final qui est de juste avoir une fonction très simple qui nous dit je veux un chemin entre le point A et le point B, il faut qu'on réfléchisse à ce dont on a besoin pour que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, en fait, si vous allez voir dans le a*2d, comment on fait pour trouver un chemin. Donc on regarde un petit peu ce qu'il a comme fonction, lui. Get points, as point, et j'ai un truc qui me renvoie un pool vector de array ici qui est get point path. Et get point path, ça me dit return an array with the points that are in the path found by a*2d between the given points. Donc en gros, ce qu'il est en train de me dire, c'est que je lui donne 2 identifiants de points et il va me retourner un pool vector de array, donc le chemin entre ces points. Donc vous voyez que déjà là on fait face à un premier problème, c'est qu'il veut qu'on exprime les points en ID. Or pour l'instant on n'a pas d'ID et de toute manière le a* n'a pas de points. Donc le premier truc qu'il va falloir faire pour qu'on puisse trouver un chemin dans le a*, déjà c'est lui donner les points avec lesquels il va travailler ce a*. Parce que de base le a* il est vide, c'est-à-dire qu'il n'a aucune information sur comment est la map, etc. Nous il va falloir qu'on lui donne les données de la map. Il va falloir qu'on lui dise quels sont les points où tu peux marcher, quels sont les points qui sont inaccessibles, et comment les points sont connectés entre eux. Donc ça va être le premier truc à faire. Donc on va faire une fonction qui va s'appeler init a*, qui va rien envoyer, qui va rien prendre en argument. Et cette fonction-là va nous servir à récupérer les données de la tilemap, et avec ça, à créer les points, à les donner au a* et à les connecter entre eux. Donc ça va faire ces trois choses-là. Récupérer les données du tilemap, créer les points dans le a*, et les connecter entre eux. Avec quoi on va travailler en fait? Et bien en fait on va travailler avec les cellules qui sont utilisées dans notre tilemap. Vous voyez là le tilemap, il contient tout un tas de cellules qui sont utilisées ou non. Là vous voyez il y a plein de cellules. Et il y en a un certain nombre qui sont utilisées, qui sont celles qu'on utilise dans notre level, qui sont là.
Et nous, déjà, ce qu'on veut savoir, c'est quels sont l'ensemble de tes cellules qui sont utilisées actuellement. Et ça, on peut le savoir parce que si vous allez dans Tilemap, si vous cliquez sur le World on Ground et que vous faites ouvrir la documentation, dans Tilemap, vous avez une fonction qui s'appelle Get Used Cells. Et Get Used Cells, ça vous renvoie l'ensemble des cellules. Return the vector 2 array with the position of all cells containing a tile from the tileset. Donc ça vous renvoie un array qui contient que des vecteurs 2 avec dedans les positions de chaque cell qui contiennent un tile du tileset. Donc en gros, ça vous renvoie un array de positions où il y a des tiles qui sont utilisés. Vous renvoyez chaque case. Donc là, il va vous renvoyer la position 0,0, ensuite la position 0,1, ensuite la position 0,2, ensuite la position 0,3, etc. Il va vous renvoyer un grand tableau avec toutes les positions utilisées dans le tileset. Et vous voyez que quand on parle de position ici, on ne parle pas de position dans le monde, on ne parle pas en pixels, on parle de position dans la grille de la tilemap. Parce que ça, c'est bien la position 0,0 de la grille de ma tilemap. Ça, c'est la position 0,1, ça, c'est la position 0,2, etc. Mais par contre, cette taille-là, elle est à la position 0,0. Mais cette taille-là, elle est à la position 1,0 fois la taille d'un tile, du coup. Voilà, il faudra faire attention à ce point-là, on va y revenir de toute manière. Donc là, on va récupérer les cellules. Donc on va faire var cells array, qui va être un array qui va contenir toutes les cellules qui sont utilisées par notre tilemap. On va juste faire tilemap.getUsedCells. D'accord. Donc ça va être un array qui contient toutes les cellules utilisées. Très bien. Ensuite, ce que je veux faire, c'est que maintenant que j'ai toutes les cellules qui sont utilisées dans ma map, ce que je peux me dire, c'est, je veux faire la différence entre celles qui sont du sol et celles qui sont des murs. Parce que, en fait, celles qui sont des murs, elles seront jamais accessibles. C'est des points qui sont inaccessibles, donc ça sert à rien de les ajouter au iStar. De toute manière, ils ne seront jamais accessibles. Nous, ce qu'on veut ajouter comme point, c'est tous les points qui sont du sol. Donc en fait, on veut ajouter tous les points qui sont compris dans ce carré-là, ici. Donc ça veut dire que je vais parcourir tous les points de l'array, mais je ne vais ajouter que ceux qui sont du sol. Donc je vais faire for cell in cell array. Donc je parcours tous les points de l'array, de cellules. Et pour chaque cellule, je vais vouloir savoir est-ce que c'est du sol ou est-ce que c'est du mur. Et alors comment on peut faire ça? On va retourner dans Tilemap, on va retourner dans la documentation de Tilemap. Et vous voyez, j'ai besoin de savoir quel est le nom de la tile utilisée. Donc, je vais aller fouiller, est-ce que j'ai un moyen de récupérer le nom de la tile? Et là, vous voyez, si je recherche un peu, je vois rien qui correspond. Et en fait, c'est parce que c'est pas directement dans le tilemap que je peux récupérer quel est le nom de la tile, mais dans le tileset. Parce que vous savez, notre nœud tilemap, là, il a une ressource qui s'appelle tileset. Et cette ressource contient l'ensemble des tiles qui sont utilisables par notre tilemap. Donc c'est bien dans notre ressource tileset qu'on va pouvoir aller récupérer quels sont les tiles. Donc, je continue. On retourne dans la documentation. Et vous voyez, là, il a une propriété qui s'appelle tileset. Donc si on clique sur tileset, il va nous amener à la documentation de tileset. Et là, tileset, il a plein de méthodes. Et notamment, si on cherche, on devrait avoir tile getName qui est ici. Tile getName. Si on va voir ce que nous retourne tile getName, ça nous dit retourne le nom de la tuile. Donc en fait, on lui donne l'ID d'une tuile, donc d'un tile, et il va nous retourner son nom. Il faut qu'on récupère quel tile est utilisé à telle cellule. Donc si je fais un petit peu une différenciation pour bien vous expliquer, une cellule, ça correspond à la position dans le nœud tilemap, c'est-à-dire par exemple ici c'est la position 9-10, vous voyez en bas à gauche c'est marqué 9-10. Ici c'est la position 9-10. La position 9-10 c'est ce que j'appelle la cellule, ok? La cellule 9-10, comme coordonnées 9 et 10. Okay. Par contre le tile, qu'est-ce que c'est le tile? C'est ce qu'il y a dessus en fait à cette cellule. Et vous voyez ici à 9-10, on a un tile de sol qui est utilisé actuellement. Donc le tile, c'est ces éléments-là, les éléments qui sont affichés à droite de votre interface. Donc il faut bien différencier les deux pour bien comprendre. Donc ici, quand on parcourt les cellules, on a bien des positions, des coordonnées. Et ce que je veux, c'est récupérer à telle cellule, quel est le tile. Et pour pouvoir faire ça, on a une variable, on a une fonction qui permet de le faire. Donc ce que je veux faire, c'est tileID. Donc là, je vais mettre dans une variable l'ID du tile qui est utilisé à telle cellule. Je vais faire tilemap.getCellV. Et alors, getCellV, qu'est-ce que ça fait? Je fais CTRL-clic dessus, ça me dit returns the tile index of the cell given by the vector 2. Donc en gros, je lui donne un vecteur 2, je lui donne une position, une coordonnée en fait, et ça me renvoie quel est l'ID du tile utilisé à cet endroit-là. Donc là, je vais lui dire, je veux cette cellule-là, je veux que tu me dises quel est le tile utilisé à cette cellule-là. Donc si on reprend l'exemple qu'on avait tout à l'heure, en 9-10, le tile utilisé dans cette cellule-là,
c'est du sol, d'accord? Bon, maintenant, avec ça, je dois pouvoir récupérer le nom de ce tile. Donc ce que je vais faire, c'est tile name, et là je vais faire tile map, et vous vous souvenez, pour récupérer le nom, il faut qu'on aille chercher le tile set. Donc on va faire .tile set, et après on va faire .tile get name. C'est la fonction qu'on a vue tout à l'heure. Donc je vous la remets, la fonction, si je CTRL-clic dessus, retourne le nom de la tuile. Donc en fait, on lui donne l'ID de la tuile qu'on veut, et ça nous retourne son nom. Donc là, on a l'ID de la tuile qu'on veut, dans tile ID. Quand on lui passe tile ID, ça va nous retourner son nom. Donc là, dans tile name, on va récupérer le nom de la tuile qu'on a à cet endroit-là. Donc là, il va falloir qu'on fasse un petit peu attention, c'est qu'actuellement, on n'a pas nommé nos tuiles. Vous voyez, les tuiles, leur nom, c'est le nom qui est en dessous de la tuile, là. On les a pas nommés. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir qu'on aille dans le tileset. Donc on va cliquer sur le tileset à droite ici. On va ouvrir ça un plus grand, ça sera plus simple. On va cliquer sur les murs, par exemple. Et là, dans Selected Tiles, tout en bas, vous voyez, il y a Name. Et là, ce qu'on va se mettre, c'est Wall. Voilà. Et on va faire pareil pour le sol, ici. On va le renommer, on va le mettre Floor. Ok, donc maintenant, grâce au nom, on va pouvoir faire la différence entre ce qui est du sol et ce qui est du mur. Ok, donc je retourne là. Ici, ça devrait me dire soit c'est du sol, soit c'est du mur. Ce que je peux faire, c'est print tile name pour voir ce qui se passe un petit peu. Donc ça, je vais l'appeler dans le ready. Donc je vais me créer une fonction ready. Je vais faire init a*, juste pour voir un petit peu ce qui m'imprime dans la console. Ok, et là, si je lance le jeu, et vous voyez, il m'imprime tout un tas de trucs. Il m'imprime pour chaque tile, est-ce que c'est du mur? Donc là, il y a plein de murs au début. Et après, est-ce que c'est du sol? Là, on a du sol, ensuite on a du mur, on a du sol, on a du mur, etc. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il parcourt dans ce sens-là. Il parcourt dans le sens de lecture. Donc en fait, il part d'en haut à gauche. Il les parcourt toutes dans ce sens-là. Donc en fait, on a du mur tout au début, là, sur les deux premières lignes. Après, on a encore du mur sur les deux premiers. Ensuite, on a du sol, on a du mur, et après, on recommence. On arrive là, enfin, vous voyez, c'est dans le sens de lecture, quoi, de gauche à droite et de haut en bas. Donc ça a l'air de marcher, mon affaire. Cool. Donc maintenant, plutôt que de print, on va créer des points dans le A*. Donc maintenant, je sais que je veux utiliser que les tiles qui sont du sol. Donc on va faire if tile name égale ground. Donc si on est en train de manipuler une tile qui est du sol, à ce moment-là, on va ajouter un point à notre A*. Alors comment on ajoute un point au A*? Eh ben, on va aller voir dans la documentation. Je vous montre un petit peu comment ça se passe quand vous voulez utiliser une classe de Godot que vous connaissez pas, et que vous cherchez à faire quelque chose, vous savez pas encore comment vous faire, et vous trouvez pas forcément de tutos sur internet. Il n'y a pas des tutos pour tout, parce que Godot, il y a plein de nœuds, de classes, etc. Donc il n'y a pas forcément des tutos pour tout, mais la documentation est bien faite, donc normalement avec la documentation vous pouvez vous en sortir. Donc en fait, c'est comme ça qu'on fait quand on développe un truc et qu'on utilise un nœud ou une classe qu'on ne connaît pas. On se retrouve dans la documentation et puis on cherche. Et puis comme tout est indiqué, toutes les méthodes que possède la classe, ce qu'elles font, ce qu'elles renvoient, etc., ben on finit toujours par s'en sortir. Donc ici, moi, ce que je veux faire, c'est rajouter un point. Donc je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a comme fonction pour faire ça. Et vous voyez, on voit tout de suite add point. Bon, bah, je vais cliquer sur add point. Qu'est-ce qu'il me dit? Add the new point at the given position with the given identifier. Donc il me dit ajouter un nouveau point à la position donnée avec l'identifier donné, l'identifiant donné. Donc en gros, je vais lui donner un identifiant et une position et ça va m'ajouter un point au A*. Alors par contre, il me dit the ID must be 0 or larger. Donc déjà, je dois avoir un ID qui est positif. And the weight scale must be 1 or larger. Ok, bon, le weight scale, il a une valeur par défaut, on va pas y toucher de toute façon. Par contre, il y a un truc important, donc il faut bien lire toute la description parce qu'à la fin, il nous dit if there already exists a point for the given ID, its position and weight scale are updated to the given values. Donc là, il est en train de me dire que s'il y a déjà un ID au point que vous lui donnez, donc si vous essayez de lui ajouter un point mais qu'il avait déjà un ID, plutôt que de vous ajouter un nouveau point, il va modifier le point qui existait déjà avec le même ID, et il va modifier sa position et son weight scale. Donc ça veut dire que chacun de nos points de notre A* doivent avoir un identifiant unique. Donc il va falloir qu'on trouve une solution pour créer un identifiant pour chaque point qui soit différent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction qui me permet de calculer l'identifiant d'un point en lui passant des coordonnées. Donc je vais faire compute point index. Donc ça va me renvoyer un entier, parce qu'un index c'est un entier. Et à partir de sa position, donc d'une cellule, une coordonnée dans la tilemap, donc une cellule, je veux qu'il me renvoie un identifiant unique. Et alors là, ça va être un peu... Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste un petit calcul qui me permet de m'assurer que chaque cellule a un identifiant unique et différent. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, on va prendre une valeur absolue. Donc abs, ça me permet d'avoir une valeur absolue, c'est-à-dire que si je lui donne -2, il va me retourner 2.
En fait, ça élimine le moins. Si vous voulez, si la valeur est négative, ça vous élimine le moins. Si la valeur est positive, ça ne la change pas. Donc voilà, ça vous donne la valeur absolue de ce que vous lui donnez. Donc moi, je veux une valeur absolue, je veux le voir qui est au-dessus de 0 de toute manière. Donc je vais lui dire abs déjà. Deuxièmement, ce que je vais lui dire, c'est je vais utiliser la position en x de ma cellule. Donc on va faire cell.x. On va lui ajouter roomsize.x. On va pouvoir faire fois cell.y. Et alors ça, vous voyez, il me dit the return value type float doesn't match the function return type int. Donc moi, je lui dis que je vais lui retourner un entier. Or, absolu, ça me renvoie à un float et pas un entier. Donc il va falloir qu'on convertisse cette valeur-là en entier. On va rajouter le int, parenthèse, qui me permet de convertir la valeur de float à entier. Donc en gros, là, ce que j'ai ici va me permettre de me donner un identifiant unique pour chaque point. Bon, c'est une petite formule qui vous permet de trouver un point unique à partir d'une position. Il y en a d'autres possibles. Mais celle-là, je la tire de chez GDQuest et elle fait le taf. Donc maintenant, à partir d'une coordonnée d'un point, on peut lui en déduire son identifiant. Donc c'est ça qu'on va faire, c'est que je vais lui dire ici, je vais avoir var pointID. Donc je vais déclarer l'ID de mon point. Et pour pouvoir le calculer, je vais utiliser la fonction qu'on vient de faire, compute.index, et je vais lui passer les coordonnées de notre cellule. Donc cell. Vous vous souvenez, cell array, ça contient... c'est un array de position de coordonnées en fait. Donc ici, pointID va contenir un entier qui va représenter l'identifiant de notre cellule. Super, maintenant j'ai plus qu'à l'ajouter, donc je peux faire a*addPoint. Et vous vous souvenez, addPoint, il nous demandait, c'est marqué là, ID et position. Weight scale, on s'en occupe pas, on va pas s'en servir. Donc ici, on va juste avoir ID et position. Donc là, on va lui donner son ID. Donc son ID, c'est pointID. Et la position, c'est celle. C'est les coordonnées de notre cellule. Donc ce qu'on a fait là permet de dire au A*, toutes les cases qui sont du sol vont représenter pour toi un point de ton maillage qui va servir à trouver un chemin. Donc en fait, le A*, il va avoir un point ici, un point là, un point là, un point là, etc. Donc voilà, il a des points pour chaque coordonnée de la grille où il y a du sol. Pour l'instant, on lui a juste donné les points. Maintenant, il faut les connecter entre ces points. Donc je vais faire une autre fonction qui me permet de connecter les points. Donc on va faire func connect, on va l'appeler A* connect points. Cette fonction, on va prendre tous les points et les connecter entre eux. Okay, pour ça, elle va prendre un array de points en entrée. Donc on va faire point array. Donc ça va être un array. Ici, on va faire for point in points array. Alors j'ai pas été très clair. Ici, les points vont être exprimés par leurs coordonnées, pas par leur ID. Attention. Donc ici, il va falloir pour chaque point qu'on récupère son index. Donc déjà, c'est ce qu'on va faire. On va faire point index. Et vous pouvez utiliser compute point index. Et on va lui donner point. Donc ici, on a la coordonnée du point et on a son index. Avec ça, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Déjà, il faut qu'on vérifie que ce point existe bien, qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc on va faire if a*.asPoint. Donc c'est une fonction qui permet de savoir si le A* possède un point ou non. C'est-à-dire si on lui a déjà ajouté ce point-là. Parce que s'il ne possède pas ce point-là, on n'a pas besoin de le connecter, on ne va rien faire. Et là, on va lui demander s'il a le point à index.index. Donc en gros, on va lui demander s'il a ce point-là ou pas. Et s'il n'a pas ce point-là, donc si ça nous renvoie faux, s'il n'a pas ce point-là, ce que je vais faire, c'est continue. Et continue, c'est juste un mot-clé qui permet de continuer la boucle, en fait. C'est-à-dire que là, s'il atteint le continue, il va passer cette itération de la boucle, il va directement passer à la suivante. Donc en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est pour ce point-là, je récupère son index et je regarde est-ce que le A* a ce point-là ou pas, et s'il l'a pas, on passe au suivant. On s'en fout, ça veut dire celui-là, on n'a pas besoin de le traiter, on passe directement au suivant. Donc ça, c'est juste une petite vérification pour vérifier s'il avait bien le point ou pas. S'il a bien le point, là, il va falloir qu'on le connecte à ses voisins. Donc là, en fait, ce que je voudrais, c'est récupérer tous les voisins d'une case, y compris les diagonales. Donc en fait, il faut que je récupère toutes les cases adjacentes à une case, toutes les cases qui entourent une case, y compris les diagonales. Donc comment je vais faire pour récupérer tous les points adjacents? Et là aussi, c'est tiré. Ce que je vais faire, je l'ai appris dans une vidéo de GDQuest. Si vous ne connaissez pas GDQuest, il fait des tutos en anglais sur GDScript. Mais c'est une manière assez intelligente de parcourir tous les points adjacents. En fait, c'est tout simplement de faire for, on va dire y offset in range 3 et for x offset in range 3 aussi. Et là, on va faire des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait ici? D'ailleurs, on pourrait le mettre dans l'autre sens. On pourrait dire x d'abord, y ensuite, ça revient au même. Alors en fait, qu'est-ce que fait la fonction range? En fait, la fonction range, si vous cliquez dessus, elle vous retourne un array avec le given range. Donc ça veut dire que ici, quand je lui passe, vous voyez par exemple, print range 4, ça me dit 0, 1, 2, 3. Donc en fait, ici, quand je lui passe range 3, elle va me renvoyer un array qui contient 0, 1 et 2. En gros, ça vous renvoie toutes les valeurs entre 0
et la valeur que vous lui donnez moins 1. Donc ici, ça renvoie un arrêt qui contient toutes les valeurs entre 0 et 2. Donc ici, on va parcourir toutes les valeurs entre 0 et 2, et on va faire pareil pour offset. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, grâce à ça, je vais pouvoir lui dire, je veux que tu scannes la case qui est 1x avant toi, la case qui est à la même position que toi en x, et la case qui est 1x après toi. Et pareil pour les y. Donc, on va avoir une variable qui va représenter le point qu'on est en train de vérifier. On va l'appeler point relative. Et ça va être un vecteur 2. Et ici, on va calculer donc les coordonnées de ce point. Donc les coordonnées de ce point, donc ce point, c'est le point adjacent qu'on est en train de vérifier. Donc là, on va lui donner point.x, donc le point de départ, la position x du point de départ, plus x offset, moins 1. Alors pourquoi je fais moins 1? Parce qu'en fait, x offset, ça va nous donner 0, 1 ou 2, on a dit. Mais nous, ce qu'on veut, c'est les points qui sont soit à moins 1 en x, soit à 0 en x, à la même position que notre point de départ, soit à plus 1 en x, c'est-à-dire à la droite de notre point. On veut les points qui sont soit à gauche de notre point, soit sur le même axe dx que notre point, soit à droite de notre point. Et pour pouvoir faire ça, il nous faut des valeurs qui sont comprises entre moins 1 et 1. Et donc, comme on a des valeurs entre 1 et 2, il suffit de mettre moins 1 à cette valeur, et ça nous donne une valeur entre moins 1 et 1. Donc en fait, si on a 0, ça va nous donner moins 1. Si on a 1, ça va nous donner 0. Et si on a 2, ça va nous donner 1. Donc on se retrouve bien avec ce qu'on cherchait, c'est-à-dire tous les points qui sont soit à gauche du point qu'on veut, soit sur le même axe dx que le point qu'on veut, soit à sa droite. Voilà, on fait la même chose pour les y et on est bon. Donc point.y plus y offset moins 1. Et donc ça va nous donner le point adjacent par rapport au point qu'on lui a donné. Et ça va tous les faire. Donc ça va faire les 9 points possibles. 3 x 3, 9. Alors le seul truc, c'est qu'on ne veut pas tous les 9 points parce qu'il y a un point parmi ces 9 qui est le point de départ qu'on avait. Parce que si x offset est 0 et y offset est 0, ça va lui donner le même point qu'à l'origine. Donc on va vérifier si le point relative n'est pas la même chose que le point d'origine. If point relative égale point. À ce moment-là, on ne va pas connecter un point à lui-même, ça n'a pas de sens. Donc on va faire continue. Et sinon, il faut aussi qu'on vérifie si le A* il a bien ce point-là ou pas. Parce que si il n'a pas le point relative, l'un des points adjacents à notre point de départ, s'il n'a pas ce point-là, évidemment, on ne va pas connecter un point qu'il n'a pas. Parce que sinon, il va nous renvoyer une erreur. Donc il faut qu'on vérifie s'il possède bien le point en question ou pas. Donc pour ça, il faut qu'on calcule son ID. Donc on va faire point rel pour point relative ID, qui va être égal à compute point index en lui donnant point relative. Voilà, donc là on se retrouve avec l'ID du point adjacent à notre point de départ. Et donc on va aussi lui dire or a*.hasPoint si notre a* n'a pas le point pointRelID. Donc en gros, on lui demande, il y a deux cas de figure où on ne veut pas connecter notre point. C'est le cas de figure où le point adjacent c'est le même que le point de départ. Dans ce cas-là, on ne veut pas se connecter à nous-mêmes, évidemment. Et il y a le cas de figure où le a* ne possède pas ce point. Parce que si le a* ne possède pas ce point, il va nous renvoyer une erreur. C'est les deux cas de figure où on veut ne rien faire. Dans tous les autres cas de figure, on veut connecter les deux points. On veut connecter le point de départ avec son point adjacent. Et alors, comment on fait pour connecter deux points? On peut aller voir dans le a*, on va aller voir dans la documentation de a*2d. Et on va chercher connect, donc on a bien connect points ici, on va cliquer dessus. Et il nous dit create a segment between the given points. Créer un segment entre les deux points donnés. En fait, entre le point ID et le point toID. Et ils prennent bien des ID. Donc ça veut dire qu'ici, on va faire a*.connectPoints. Et là, il faut qu'on lui donne les deux ID. Donc les deux ID, ça va être point index, pardon. Et le deuxième, ça va être point_relID. Donc voilà, cette fonction nous permet de connecter les points entre eux. Donc en fait, on récupère tous les points. À partir d'un point, dans cette liste de points, on va récupérer tous ces points adjacents. Et pour chaque point adjacent, on va regarder est-ce que oui ou non tu existes dans le a*, est-ce que le a* possède un point qui te correspond. Et si c'est le cas, on va connecter les deux points. Donc en fait, là, on est en train de connecter tous nos points de sol entre eux. Là, on est en train de connecter tous les points de sol tant qu'ils sont adjacents les uns aux autres. Donc ici, si on prend l'exemple en haut à gauche, lui, il va être connecté à ces trois points-là.
Donc le point de départ en haut à gauche va être connecté à ces 3 points adjacents. Lui, il va être connecté à... Donc le point ici, là, le 3,2, va être connecté à tout cela, etc. etc. Donc c'est ça qu'on fait dans cet algorithme. Donc ça, on va le rajouter dans le init A*. Une fois qu'on a fini de faire tout ça, là, c'est-à-dire on a fini d'ajouter tous les points, et on va se mettre un petit commentaire pour dire add every ground cell as a point in the A*. Et ici, on va les connecter. On va faire A* connect points et on va lui donner du coup cell array. Donc ok, donc là qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des points pour chaque case de sol de notre niveau. On a connecté les points entre eux, ceux qui sont adjacents. Maintenant, comment on fait pour récupérer le chemin? Parce que nous, notre but, je vous rappelle, c'est de donner une position dans le monde, une position, je sais pas, par exemple la position de notre squelette, et lui donner une autre position dans le monde, pour lui dire, je veux que tu trouves le chemin entre la position de mon squelette et cette autre position, cette position de destination, on va dire. Or, je vous rappelle que notre A*, il a une fonction getPointPass. On va chercher A* to d getPointPass, mais getPointPass, il prend des ID. Donc ça veut dire que il faut qu'à partir des positions réelles dans le monde, donc des positions en pixels, hein, pas des positions en coordonnées. Enfin, c'est pas des coordonnées de notre tilemap, hein, c'est des positions en pixels. Donc à partir de ces positions en pixels, on veut en déduire la case sur laquelle on est, donc la coordonnée de la case dans la tilemap. Et à partir de ces coordonnées de la case, on veut en déduire l'ID du point, qui va nous permettre de récupérer le chemin. Donc il faut qu'on fasse ces deux opérations. Donc premièrement, on va faire var from cell. Donc en fait, première étape, on va convertir notre from, qui est une position, je répète, une position dans la map en pixels, en cellule dans notre tilemap. Donc, pour pouvoir faire ça, en fait, il y a une fonction dans la tilemap, donc on peut faire tilemap. Et là, il y a une fonction qui s'appelle world2map. Si vous cliquez sur world2map, ça vous dit, world2map, c'est tout en bas là, return the tilemap grid-based coordinates corresponding to the given local position. Donc là, on va lui donner la position qu'on veut. Donc ça, on va lui donner from, qui est la position de laquelle on part. Donc ça va nous convertir la position de notre squelette, par exemple, la position dans le monde de notre squelette, en les coordonnées de la case sur laquelle est notre squelette. Donc les coordonnées de la case dans le tilemap. Hein. On parle de cette grille-là, la grille orange. Les coordonnées de la case sur laquelle le squelette est. On va faire pareil avec tout. On va avoir to cell. On va lui passer to. Voilà, donc on a récupéré les deux cellules. Maintenant, à partir de ces cellules, il faut qu'on récupère les ID. Donc on va faire from cell ID, qui va être égal à compute point index, et là on lui passe from cell, et on fait pareil avec to cell ID, et je lui passe to cell. Voilà, donc là on a les ID de mon point A et de mon point B. Donc là pour l'instant on va faire un truc tout simple qui est de dire, on va directement faire A*.getPointPass, et là on va lui donner les ID de from et de to. Ça va être from cell ID et to cell ID. Et vous vous souvenez, getPointPass, ça nous prend deux ID et ça nous renvoie un arrêt de position. Alors par contre, il y a un truc auquel il faut que je fasse attention. Vous vous souvenez que les positions des points qu'on lui a donné à notre A*, c'est des positions dans la grille, c'est pas des positions dans le monde. Donc là, si je fais ça, là, il va me renvoyer des positions qui sont des positions dans la grille. Donc ça va être des positions minuscules en fait, parce que les points de la grille, ça va être, je sais pas, 3 et 3. Alors que moi, mon personnage, il se déplace pas en termes de coordonnées dans la grille, il se déplace en termes de pixels. Donc là, on n'a pas du tout les bons points là actuellement. Donc je peux pas juste return ça. C'est pour vous montrer un petit peu que ça peut être fourbe. Attention à ça. Donc ça, c'est notre chemin. Donc en fait, on va faire pass égale ça. On va l'appeler pointPass d'ailleurs. On va déclarer une autre variable qui va s'appeler pass, qui ça va être le chemin résultant. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir chaque point que nous retourne la fonction getPointPass, donc chaque coordonnée, en fait, chaque coordonnée dans la grille, on va les convertir en coordonnées réelles, en coordonnées en pixels. Parce que c'est ça qu'utilise notre personnage pour pouvoir se déplacer. Donc on va avoir un pool vector 2 array. Voilà. Et à la fin, on va juste faire return pass. Comme ça, findPass m'embêtera plus. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir tous les points de mon pointPass. Je vais faire for point in pointPass. Donc pour chaque point de mon chemin, je veux convertir ce point en un point exploitable pour le squelette. Donc un point en pixels. Et donc là, ce que je vais faire simplement, c'est var pose, qui va correspondre à la position
dans le monde de ce point. Et donc là, je vais juste faire tilemap, point map to world, qui est l'inverse de world to map. C'est-à-dire que je lui donne une coordonnée dans la grille et me renvoie la position en pixels dans le monde à laquelle il correspond. Donc là, on va juste lui passer point. Et voilà, ça va me donner la position de ce point. Tout simplement. Et donc à partir de ça, je peux juste faire pass.append. Donc append, c'est ajouter un élément. Append, ça veut dire ajouter. Donc là, on ajoute un élément à notre arrêt pass. Cet élément, ça va être pose. Donc en fait, on est juste en train de dire, on parcourt tous les points du chemin. Pour chaque point, on convertit ce point en une position. Et ce point, on l'ajoute à notre chemin. Donc en fait, on a converti tous les points de point pass en des positions dans notre pass. Voilà. Donc ça, c'est le truc tout simple qu'on peut faire pour le moment. Donc déjà, là, on a fait pas mal de code sans encore lancer le jeu. Mais de toute manière, on ne peut pas encore lancer le jeu parce qu'on a un autre problème, c'est que pour l'instant, notre squelette, eh ben, il n'a pas accès à notre Pathfinder. Notre squelette, il ne connaît pas le Pathfinder, il ne sait pas où est-ce qu'il est. Et là, ça nous amène à un problème, qui est un problème d'architecture en fait, qui est de comment je fais pour ne pas créer de dépendance entre le squelette et le Pathfinder. C'est ce que je disais au début de la vidéo. En fait, il va forcément y avoir une dépendance entre les deux, mais ce qui serait absolument terrible, ça serait de faire... Je prends le squelette et je lui dis « Ah, le squelette, il est enfant de mon level, donc je vais aller récupérer le level, je vais faire un getParent. Et le Pathfinder, il est dans mon level, c'est un enfant de mon level, donc je peux faire, à partir de mon level, je peux faire getNode, et là, je lui donne le chemin du nœud Pathfinder. Et là, ça me permettra de récupérer mon Pathfinder. Le problème de ça, pourquoi il ne faut pas faire ça? Mais alors, absolument pas faire ça. Et ben, c'est que du coup, votre architecture, si vous faites ça, elle est complètement statique. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus bouger l'endroit où vous avez mis votre Pathfinder. Ça ne va plus marcher en fait. Non seulement ça fait que votre squelette il est obligé d'être instancié directement en enfant de votre level, parce qu'il va faire un getParent pour récupérer le level, mais en plus ça veut dire que votre Pathfinder, par rapport au level, il doit toujours avoir la même position, parce que si vous bougez le Pathfinder et que vous le mettez ailleurs, ça ne marche plus non plus. C'est-à-dire que là vous êtes en train de créer une dépendance vraiment dure entre le Pathfinder et le squelette. Et même vous êtes en train de créer deux dépendances, parce que vous en créez une avec le level et une avec le Pathfinder. Donc là, c'est non, on ne fait pas ça. Ça veut dire que votre scène squelette, par exemple, elle serait impossible d'être lancée toute seule. Si vous ouvrez votre scène squelette là, que vous faites F6, vous voyez là, le jeu se lance. Et même, il a un comportement, etc. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'a pas de dépendance directe. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Par contre, si vous faites ce qu'on vient de dire, eh ben, ça ne sera plus le cas. C'est-à-dire que vous allez lancer votre scène squelette, elle va casser. Ça ne va plus marcher parce que vous n'aurez pas le parent level. Et comme il n'y a pas de parent level, vous n'allez pas non plus trouver le Pathfinder. Mais par contre, on est bien obligé d'avoir une dépendance avec Pathfinding, parce qu'il faut forcément qu'il y ait un moyen de trouver le chemin. Donc comment on peut faire? Et bien en fait, on va utiliser ce qu'on appelle comme concept la Dependency Injection. C'est-à-dire qu'on va injecter la dépendance. En fait, de manière générale, dans Godot, c'est les nœuds les plus hauts dans la hiérarchie, les nœuds les plus ancêtres, enfin les plus grands ancêtres, en gros, ceux qui sont plus à la racine dans l'arbre, qui ont connaissance des nœuds qui leur sont enfants. Donc par exemple ici, notre level, lui, il peut avoir connaissance de Pathfinder parce que c'est un de ses enfants. Il peut aussi avoir connaissance de Skeleton parce que c'est l'un de ses enfants. Et par contre, l'inverse ne devrait pas être possible. C'est-à-dire que le squelette ne doit pas avoir connaissance de son level. Il ne doit pas avoir connaissance de dans quel contexte il évolue pour pouvoir évoluer dans ce contexte. Un peu des règles générales, des bonnes pratiques en fait. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que c'est level qui va donner la référence de Pathfinder à Skeleton. Ok, donc on va le mettre en pratique tout de suite, ça sera plus simple parce que pour l'instant, j'imagine que vous êtes un peu dans le flou. Donc on va donner un script à level. Vous avez hérité de YSort parce que notre level, c'est un YSort. Ok, donc on va créer, très bien. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais juste faire un onReadyVar et je vais aller récupérer le Pathfinder. Donc je vais avoir Pathfinder qui va faire $Pathfinder. Voilà, on va aller récupérer ça. Ah oui, alors là, il nous met ça parce qu'on a un caractère spécial dans notre nom. On va l'éliminer. Juste mettre walls. Juste mettre... Non, on va juste mettre tilemap même. On s'en fiche, on en a qu'une. On va juste mettre tilemap. Très bien. Ici, je vais renommer ça en tilemap / Pathfinder. Donc, on lui donne le chemin de notre Pathfinder. Là, le Pathfinder, il est bien par rapport à notre level. Il est enfant de notre nœud tilemap. Donc là, on va chercher le nœud tilemap et on va chercher son enfant Pathfinder. Donc là, on va chercher le nœud Pathfinder. Ok. Et maintenant, deuxième truc qu'on va faire, c'est récupérer tous les ennemis. En fait, on va récupérer tous les nœuds qui sont des ennemis et leur donner le Pathfinder. En fait, leur donner la référence du Pathfinder pour qu'ensuite ils puissent l'utiliser. Donc en fait, pour pouvoir faire ça de manière facile, je pourrais faire par exemple un conteneur, un nœud qui contient tous les ennemis de mon jeu.
Et après faire un get children qui me récupère tous les enfants. Mais on peut aussi utiliser une autre solution qui est les groupes. Pour faire ça, je vais aller dans la scène squelette. Je vais cliquer sur Skeleton. Et vous voyez quand on fait en haut à droite, là, il y a inspecteur et il y a nœud. Et vous vous souvenez, là, on connectait les signaux. Là. On a un onglet signaux. Mais en fait, il y a un autre onglet qui s'appelle groupe, qui est ici. Donc on va cliquer sur groupe. Et là, on va ajouter le groupe ennemi. D'ailleurs, on va être plus intelligent que ça, parce que là, je suis en train de le faire dans le squelette, mais vous vous souvenez que j'ai une autre scène, qui est la scène ennemi. Voilà, qui est là. On va plutôt le faire dans la scène ennemi, parce que comme ça, toutes les scènes ennemies auront le groupe ennemi. C'est plus intelligent. Je vais faire ça, voilà. Comme ça, tous mes ennemis, potentiellement, si je fais d'autres ennemis qu'un squelette, je sais pas si je fais une chauve-souris, un blob, peu importe, l'ennemi que je fais, il sera dans le groupe ennemi. Là, on peut aller voir d'ailleurs dans le squelette. Normalement, il devrait être dans le groupe ennemi. Vous voyez, il y a bien marqué ennemi. Et d'ailleurs, il y a la petite icône avec un rond dans un carré ici, là, qui indique que ce nœud fait partie d'un groupe. Si vous laissez votre souris dessus, il dit le nœud fait partie de un groupe. Cliquez pour afficher la liste des groupes. Voilà. Donc alors, pourquoi j'ai fait un groupe? Et bah tout simplement parce que maintenant, dans le ready de notre level, on va pouvoir aller récupérer tous les nœuds qui sont dans le groupe. Donc je vais faire un get tree. Get tree, ça permet de récupérer l'arbre. Point get nodes in group. Voilà, ici, il faut que je lui donne le nom du groupe. Le nom du groupe, c'est enemy. Donc je récupère tous les ennemis. Et ça me renvoie un arrêt de tous les nœuds qui sont dans le groupe enemy. Donc je vais faire var enemy, enemies au pluriel, arrêt, qui va être égal à ça. Et là, je vais juste faire for enemy in enemies array, enemy.pathfinder égale pathfinder. Donc là, je suis en train de lui dire, donc à tous les ennemis de mon jeu, en fait tous les ennemis qui sont dans ce level, je suis en train de leur donner dans leur variable qui s'appelle pathfinder la référence du nœud pathfinder. Donc en gros, je suis en train de leur dire, tiens, le pathfinder, c'est lui. Je lui donne. Et en fait, le fait de faire ça, ça résout en partie le problème dont on parlait tout à l'heure, qui était de dire, eh ouais, mais si on récupère le parent et qu'ensuite on va récupérer l'enfant du parent, on crée des dépendances super dures en fait entre les deux. Là, ça résout en partie le problème, c'est-à-dire que le squelette lui-même, il n'a pas de pathfinder par défaut, mais si tu le mets dans un level, le level, lui, comme il a connaissance de son enfant et la connaissance du pathfinder, il sait où est le pathfinder. Et il a aussi connaissance de tous les ennemis qui sont dans le level, et bah c'est lui en fait qui se charge de dire au squelette, bah tiens, ton Pathfinder, il est là. Je te le donne. Donc, on va aller dans le squelette, dans le script enemy. Ici, on va se rajouter une variable qui va s'appeler Pathfinder, qui va être un Pathfinder, qui va être égal à nul. Parce que par défaut, il n'a pas la référence du Pathfinder, il ne la connaît pas. C'est le level qui va lui donner. Ok, et donc maintenant, dernier truc qu'on a besoin de faire, c'est que quand je fais update move fast, vous vous souvenez, c'est la fonction qui nous permet à partir d'une destination qu'on lui donne de trouver le chemin qui correspond. Et bien ici, ce que je vais faire, c'est si tu n'as pas de Pathfinder, if Pathfinder égale nul, tu vas faire ça. C'est-à-dire que tu vas me dire, tu vas aller en ligne droite à la destination que je t'ai donnée en gros. Si tu n'as pas de Pathfinder, tu vas en ligne droite. Si tu en as un par contre, tu vas faire Pathfinder.findPath. Et là, vous vous souvenez, la fonction findPath, c'est la fonction qu'on a codée tout à l'heure dans le Pathfinder, qui prend la position d'origine et la position de destination. Donc la position de destination, on la connaît, elle est là. La position d'origine, bah, c'est la position où notre ennemi est. Et là, on est dans le script enemy, donc ça tombe bien. On peut juste faire global position, qui sera notre position globale, c'est-à-dire notre position dans le monde. Donc c'est parfait. Et là, on va lui donner la destination. Donc en fait, ça va nous renvoyer le chemin tel que trouvé par le Pathfinder. Donc on peut juste dire pass égale ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait? Simplement, je lui dis, bah, si tu as un Pathfinder, si l'ennemi a un Pathfinder, on va aller demander au Pathfinder de trouver un chemin entre ma position actuelle, la position de l'ennemi, et la destination, l'endroit vers lequel je veux aller. Par contre, si tu n'en as pas, bah tant pis, tu vas juste y aller tout droit, en ligne droite. Donc là, notre ennemi, ça veut dire que qu'il soit dans un level ou pas, si je lance la scène de l'ennemi toute seule, elle va continuer à marcher. Il va juste aller tout droit dans des directions. Si par contre il est dans un level et que donc le level lui donne le Pathfinder, à ce moment-là, il va demander au Pathfinder de trouver le bon chemin. Donc essayons de lancer la scène du squelette pour voir. La scène du squelette marche toujours. Bon, il marche un peu dans le coin en haut à gauche, là on le voit pas trop. Mais ça se lance toujours, j'ai pas d'erreur. Ok. Maintenant, je vais lancer le jeu. Donc je vais faire F5. Et là, ça ne marche pas. Bon, alors qu'est-ce qui se passe?
on a plein d'erreurs. On va voir quelles sont ces erreurs. Can't get point pass, point with ID says doesn't exist. Donc là, il n'arrive pas à trouver le point qu'il y a pour index 16. Donc on va cliquer là pour voir un petit peu d'où vient l'erreur. Là, il me sort la pile des appels, donc c'est-à-dire d'où vient l'erreur exactement. Il me dit qu'il n'arrive pas à trouver donc le point qui correspond à l'ID 16. Et en fait, tout simplement, c'est parce qu'on n'a pas encore donné de room size. Vous vous souvenez, parce que tout à l'heure, on calculait le point index ici, grâce à la room size.x là. Mais pour l'instant, room size.x n'a pas de valeur. Donc il va falloir qu'on lui donne une valeur à cette room size.x, parce que pour l'instant, ça nous donne des valeurs d'ID qui sont complètement fausses. Donc, comment on va faire ça? Il va falloir que je récupère l'ensemble des cases qui sont utilisées par notre tilemap. Et il se trouve que dans tilemap, il y a un truc pour le faire. Je peux faire tilemap.getUsedRect. Ça me renvoie un rectangle. Ça contient le rectangle qui représente les limites de la map, en fait, le limite de nombre de cases qui sont utilisées. Donc on va faire var usedRect. Si je clique dessus, return a rectangle enclosing the used tiles of the map. Donc il me dit en fait retourne un rectangle enclosing, c'est-à-dire qui contient the used tiles of the map, c'est-à-dire les tiles, les tuiles utilisées de la map. Donc en fait ça me renvoie un rectangle qui contient toutes les cellules utilisées dans la map. Donc ça me renvoie un type qui s'appelle rect2. Donc si je clique sur rect2, en fait qu'est-ce que c'est qu'un rect2? Un rect2 c'est juste une structure de données, donc un objet en fait, qui contient deux valeurs intéressantes qui sont la position et la size. En fait un rect2 c'est une position dans le monde. Donc c'est la position du rect2, en fait le point en haut à gauche du rectangle, et la taille de ce rectangle. La taille qui est représentée par un vecteur 2. Donc ici, je vais juste lui demander la taille de getUsedRect, point size. Donc ça, en fait, ça va me donner la taille de mon niveau, parce que ça va me donner la taille de ce rectangle-là, en fait. La taille de ce rectangle-là, qui représente l'ensemble des cases qui sont utilisées dans mon niveau. Donc là, en fait, ça va me donner la valeur, ici par exemple, 31,18. Qui est la taille totale de ce rectangle. Donc là, je veux juste faire room size égale ça. Alors lançons. Et là, ça marche toujours pas. Et j'ai une erreur. Get point pass, can't get point pass with ID 240. Donc là, il a l'air de dire qu'il ne trouve pas l'un des points du chemin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si ici, ça se fait bien, ce qu'on a fait ici. Le fait, dans le init star d'ajouter des points. Est-ce que ça, il l'atteint bien? Et si oui, avec quel ID? On va voir. Donc lançons notre jeu. Et vous voyez, il atteint jamais ce breakpoint là. Donc ça veut dire qu'en fait, cette condition tilename égale ground est jamais vérifiée. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai probablement mal nommé mon tile. On va retourner dans la tilemap. On va retourner dans tileset là. Et là, j'ai mis floor et pas ground. Donc là, l'erreur vient de là en fait. Là, on va mettre ground. Ok, donc là, on va laisser le breakpoint pour voir maintenant s'il atteint ce point là. Donc là, il atteint bien ce point là. On a bien tilename ground. Et le point ID c'est 2. Très bien. Donc là, on lance le jeu. Et là, on a des erreurs. Can't connect point with ID 2 to itself. Alors ça, c'est tout bête. C'est parce que, regardez. Le room size, je l'ai changé avant de faire le init. Qui fait que quand il fait init et qu'il calcule les point index, et bah les point index, sa room size c'est 0,0. Donc en fait les point index sont complètement faux là. Parce que j'ai calculé le room size après avoir fait le init. Donc il faut que ça soit avant. On recommence. Et là ça fonctionne. Très bien. Alors par contre il reste dans l'état move, donc il doit y avoir un problème avec le chemin. Et en fait je vous l'explique quel est le problème. D'ailleurs il m'envoie des erreurs. There is no animation with... Oui, bon, ça, c'est un autre souci. En fait, je vous explique un petit peu ce que c'est le souci. C'est que là, actuellement, notre Pathfinder, vous voyez, il ne gère que les positions via des cases, en fait. Là, il prend la position centrale de chaque case, finalement. Or, quand on lui demande une position à notre squelette, on lui donne une position précise, qui peut être autre chose que le centre de la case, qui peut être une position à l'intérieur de la case. Donc, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on lui dise... Le dernier point du chemin où tu veux aller, c'est pas le point central de la dernière case de ton chemin, mais c'est la destination où tu veux aller en fait, c'est to. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le dernier point
de mon point pass, enfin de mon pass, partout. Donc en fait, ici, on va faire un petit peu ça autrement. Je vais faire for i in range pointPass.size. Donc là, ce que je fais, c'est que pointPass.size, ça me renvoie la taille de mon chemin. Ça me renvoie le nombre d'éléments qu'il y a dans l'arrêt chemin. Et donc là, je suis en train de dire... donc en fait, la variable i, là, que j'ai déclarée là, la variable i va avoir successivement comme valeur 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à ce que ça arrive au maximum du nombre de points qu'il y a dans le chemin. Donc par exemple, si le chemin a 5 points, i va avoir 0, 1, 2, 3 et 4, successivement. Donc à chaque itération, en fait c'est pour ça qu'on l'appelle i, la variable pour itération, à chaque itération, i va incrémenter jusqu'à arriver à la limite de la taille du chemin. Donc ici en fait, mon point ça correspond à var point égale pointPass avec comme index i. Donc là ça revient exactement à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Mais ce qu'il y a c'est que l'avantage c'est que maintenant je vais pouvoir me servir de i. Donc en fait là ce que je veux c'est lui dire la position correspond à la position du point, sauf si on est le dernier point. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est on va faire un opérateur ternaire. On va lui dire if i est différent de pointPass.size moins 1, else tout. Bon alors, je vous explique un petit peu ce qui se passe ici. En fait, un opérateur ternaire, c'est pour donner une valeur à une variable sous une certaine condition. En fait, là, ce que je fais, c'est que si i est différent de pointPass.size moins 1, donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est si on n'est pas sur le dernier point du chemin. En fait, si i est égal à pointPass.size moins 1, ça veut dire qu'on est le dernier élément du chemin, le dernier point du chemin. Donc si on n'est pas le dernier point du chemin, je récupère la position qui correspond au point. Par contre, si on est le dernier point du chemin, là, je veux pas la position qui correspond au point, je veux la position qu'on lui a donnée en entrée, je veux tout. Parce que ça va me permettre d'avoir une position exacte, non pas la position centrale de la case, mais bien la position à laquelle j'ai demandé d'aller. Donc c'est tout. Donc là, si on relance, et là, ça se passe un peu mieux. Vous voyez ? Il se déplace d'un point à l'autre. Alors par contre, il a un chemin un peu erratique, ce qui est un peu bizarre. On va essayer de comprendre pourquoi. En fait, le fait qu'il a un chemin un peu erratique vient du fait que là, actuellement, il nous trouve un chemin entre le point d'origine et le point d'arrivée. Mais le chemin inclut le point d'origine. Or, vu que c'est un A-star, donc qu'on prend des points qui correspondent à des cases dans notre monde, le point n'est pas exactement le point sur lequel est le squelette. En fait, c'est le point central de la case la plus proche du squelette. Donc en fait, le premier point de notre chemin, on n'a même pas besoin de le parcourir, parce que le premier point de notre chemin, c'est censé correspondre à peu près au point de départ de notre squelette. Donc en fait, le premier point de notre chemin, il nous intéresse même pas. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est if i égale 0, en fait, si on a le premier point du chemin, donc le premier point de pointPass, à ce moment-là, on n'en a pas besoin, donc on va juste faire continue. On va passer au point suivant. Et voilà, là, il a un chemin beaucoup moins erratique déjà. Donc ça marche bien, ça marche même très bien. Donc on a notre personnage, notre squelette, qui est maintenant capable de trouver des chemins entre un point A et un point B. Mais ça n'a pas changé fondamentalement son comportement finalement, parce que là actuellement, il n'est pas capable d'éviter les obstacles. Donc ça va être la deuxième partie de ce tuto, c'est comment on prend en compte les obstacles pour que notre squelette puisse les éviter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une fonction qui va s'appeler func disable obstacles points. Donc désactiver les points où il y a des obstacles. Ça va renvoyer void. Et donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais récupérer tous les nœuds qui sont des obstacles. Je vais récupérer la case la plus proche de leur position. Et je vais dire, bah, le point qui correspond à cette case est désactivé. En fait, parce qu'on peut désactiver des points dans les A-stars. C'est-à-dire que si je désactive le point d'un A-star, il va plus pouvoir s'en servir pour créer un chemin. Donc, ça veut dire que si j'ai par exemple un mur dans lequel je mets des pots, donc par exemple ici, si je m'amuse, que je prends ma jarre ici, voilà, que je la place là, et que je fais un mur de jarre, voilà, tout ça, ça va être des obstacles. Donc maintenant, le petit jeu, ça va être de dire, ben, tout ça, vu que c'est des obstacles, il faut que je puisse dire au A-star, ben, tous ces points-là, ce sont des points qui sont inaccessibles, à cause de l'obstacle. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire comme on a fait pour le groupe ennemi du squelette, dans la scène jar, donc je vais cliquer sur le petit clap, je vais me retrouver dans la scène jar, et ici je vais rajouter un groupe,
je vais lui dire obstacle, ajouter. Voilà. Ce qui fait que maintenant, dans mon Pathfinder, donc je retourne dans le script du Pathfinder, je vais pouvoir faire for obstacle in getTree.getNodes in group obstacle. Donc là, on récupère tous les nœuds de l'arbre, tous les nœuds de manière générale, qui sont dans le groupe obstacle. Donc là, en fait, on est en train de parcourir tous les obstacles. Et pour chacun de ces obstacles, ce que je vais faire, c'est que je vais le désactiver. Donc pour pouvoir le désactiver, tout simplement, je vais juste faire, il faut que je récupère sa cellule déjà, la cellule sur laquelle est l'obstacle. Donc je vais faire cell égale obstacle.getGlobalPosition. Donc ça me récupère la position de l'obstacle. On va d'abord faire ça d'ailleurs. Obstacle pose. Voilà. On va récupérer sa cellule ensuite en faisant tilemap.world2map qui me permet de convertir une position dans le monde en coordonnées. Donc ça m'a renvoyé la cellule la plus proche de la position de l'obstacle. Là, je vais lui donner obstacle pose. Maintenant, il va me falloir l'ID de cette cellule. On va faire var.id qui va être égal à compute.id, compute.index de la cellule. Comme ça, on connaît l'ID de cette cellule pour le A*. Et maintenant, on peut juste dire au A*, setPointDisabled, qui permet de désactiver un point à partir de son ID. Donc là, je vais lui donner point.id, qui correspond à l'ID de la cellule où est l'obstacle. Et je vais lui dire, je veux que tu désactives cet obstacle. Maintenant, j'ai plus qu'à appeler ça, après avoir appelé initA*, donc on va le mettre là, disable obstacle points. Très bien. Donc maintenant, on va essayer de voir s'il arrive à me poursuivre derrière les jarres. Donc on va essayer de se mettre derrière la jarre et de l'aggro. Et vous voyez là, il cherche bien à faire le tour des points. Bon, il n'y arrive pas précisément. Ça, faudra qu'on règle ce petit souci là. Mais il a bien cherché à faire le tour en tout cas. Vous voyez, il va pas bêtement en ligne droite. Là, si je me rapproche de lui, voilà, il me pourchasse, donc il cherche bien à faire le tour des pots. Ok. Bon, ça c'est pas mal. Maintenant, il y a quand même un problème. C'est que, mettons que... Donc je me mets derrière les pots, et je détruis ces pots-là, voilà. Et vous voyez, si je fais en sorte qu'il me pourchasse, je me mets là. Ah, vas-y, viens par là, toi. Viens là. Je fais en sorte qu'il me pourchasse. Et là, hop, je me mets là. Et vous voyez, il continue à faire le tour. Parce qu'en fait, il n'a pas mis à jour le fait que les pots ont été cassés. Parce qu'on n'a rien qui lui dit que les pots ont été cassés. Donc pour lui, les pots ne sont pas cassés, donc il continue à faire le tour des pots. Donc il va falloir qu'on ait quelque chose qui nous permette de dire un obstacle a été détruit, donc il faut que tu mettes à jour ce point. Donc le A* mette à jour ce point. Donc, il nous faut un événement qui nous dit qu'un obstacle est cassé. Donc on va aller dans le script de notre jar. Et là, on va faire event.emitSignal et on va l'appeler obstacle destroyed. Et là, on va lui passer nous-mêmes. On nous passe la référence de la jar qui a été détruite. D'ailleurs, on va peut-être le mettre avant parce que ça nous évitera les bugs à base de l'objet a été queue-free avant qu'on émette le signal, tout ça. On va le mettre avant, c'est plus sécu. Ok, donc maintenant, cet obstacle qui a été détruit, il faut que je puisse récupérer le fait qu'il a été détruit dans le Pathfinder. Donc je retourne dans mon Pathfinder, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter, faire var _ égale event.connect. Je vais connecter cet événement qui est, donc on l'a appelé obstacle destroyed. Obstacle destroyed. Donc on va connecter ce signal à nous-mêmes et on va dire on event obstacle destroyed. Voilà, donc cette fonction va répondre au fait qu'un obstacle a été détruit. Donc func on event obstacle destroyed. Et là on va avoir la référence de l'obstacle qui a été détruit. Donc on va avoir obstacle qui va être un nœud 2D même. Et voilà, et ici, ce qu'on veut faire, c'est d'y dire, bon, l'obstacle vient d'être détruit, donc il faut qu'on réactive le point, en fait, s'il avait été désactivé. Donc en fait, on va faire la même chose que là, mais sauf que plutôt que de dire setPointDisableTrue, on va mettre setPointDisableFalse. Donc c'est un peu bête, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est ça, le renommer disable all obstacle points, voilà. Et on va faire une autre fonction qui va s'appeler func update obstacle point, où là on va lui donner est-ce qu'on veut le désactiver ou pas. Donc on va donner obstacle qui va être la référence de l'obstacle.
notre 2D. Et on va lui donner, est-ce qu'on veut le désactiver ou pas, le point. On va mettre disabled, qui va être un booléen. Donc cette fonction va nous permettre de dire, je veux désactiver ou activer le point qui correspond à la position de cet obstacle. Donc ici, bah, on veut désactiver le point de cet obstacle. Donc en fait, tout ça, là, on va pouvoir le mettre ici. Hop. Et ici, on va pouvoir faire update obstacle point en lui passant obstacle et en lui donnant true parce qu'on veut désactiver. Donc en fait, ici, ce qu'on est en train de dire, c'est je prends tous les obstacles et je les désactive. Je désactive le point qui leur correspond. Et ici, c'est le contraire. On reçoit un obstacle qui vient d'être détruit, donc on veut réactiver le point en question. Donc là, disabled, attention, c'est pas true qu'on veut mettre ici, c'est disabled. Donc en fait, on veut pouvoir désactiver ou activer un point en fonction de la valeur de disabled. Donc ici, je vais faire l'exact inverse, c'est-à-dire que je vais réactiver le point qui correspond à cet obstacle. Je vais lui passer obstacle et je vais lui dire je veux te réactiver, donc false. Parce que c'est set point disabled, donc il faut inverser. On veut mettre disabled à false, c'est une double négation, il faut inverser le... On a une double négation, il faut inverser le booléen. Donc là, il me dit que ça n'existe plus, c'est parce que ça s'appelle maintenant disable all obstacles points. Ok. Donc là, normalement, il devrait se mettre à jour. Il devrait mettre à jour les points du A-star. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer le jeu. Donc là, il nous suit. Hop. Ok. Et donc maintenant, vas-y, suis-moi. Maintenant, si je casse les pots, là, est-ce que tu arrives à trouver le chemin? Hop. Voilà, je vais par là. Suis-moi, bétasson. Alors, il semblerait qu'il n'y arrive pas. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai des erreurs. Cannot connect. Attempt to connect signal non-existing signal. Donc en fait là c'est juste que j'ai envoyé un signal qui n'existe pas parce que j'ai oublié de le déclarer dans event. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, on va le déclarer hein. Et puis ça là ça prend bien l'obstacle. Obstacles en argument. Donc c'est pour ça que ça ne marchait pas. On relance. Donc là on va essayer de détruire les pots ici. Et là il arrive bien à passer par l'endroit où les pots ont été détruits. Donc ça marche. Alors par contre, vous avez vu que c'est un peu clunky parce qu'il se retrouve bloqué par les pots. En fait, ça c'est à cause de la taille des collision shape qui est un peu trop grande. En fait, il faudrait baisser la taille de la collision shape du squelette par exemple. Si on regarde sa collision shape qui est là, c'est ce rond là. On va le diminuer un peu, je pense. On va faire un truc comme ça. Et pareil pour la jarre, on va diminuer un petit peu. On va faire un truc comme ça. Déjà, ça sera mieux. Ok, donc maintenant essayons. Bon, il se retrouve quand même un peu bloqué. Si vous voulez éviter qu'il se retrouve complètement bloqué comme ça, ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt que de lui dire que on connecte tous les points adjacents au Pathfinder, on pourrait lui dire tu connectes que les points qui sont... on pourrait lui dire tu ne connectes que les points qui sont adjacents mais pas les diagonales, par exemple. Ça nous éviterait ce genre de problème. Bon, on peut essayer de faire ça, par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais lui dire connect diagonal, qui va être un booléen qui va prendre comme par défaut true. Donc en gros, cette fonction, on va pouvoir lui dire de connecter tous les points, mais on va pouvoir lui dire je veux que tu connectes les diagonales ou pas en fait. Donc là, nous, ce qu'on veut faire, c'est ne pas connecter les diagonales. Donc en fait, quand on va appeler ce truc-là, dans le init A-star, là, on va lui passer false. On ne veut pas connecter les diagonales. Ok. Et donc ce que je veux faire ici, c'est juste lui dire if connect diagonals est faux et que on a x offset qui est contenu dans les valeurs 0 ou 2 et que y offset est contenu dans l'arrêt 0, 2, à ce moment-là, on continue. Donc en fait, cette petite condition-là nous permet d'éliminer les points qui sont en diagonale. Donc en fait, si on ne veut pas connecter les diagonales et que
le point est justement le point qu'on est en train d'évaluer et justement une diagonale, à ce moment-là, on lui dit c'est pas la peine. Ici, est-ce que c'est un peu mieux? Ça a l'air pas mal quand même là. Ça a l'air pas mal. Bon, à vous de voir si vous voulez connecter les diagonales ou pas. Mais là, ça me semble ok. Après, il a des mouvements un peu moins naturels si on fait ça. Alors que si on lui connecte les diagonales, si on lui passe pas d'argument ici, par exemple, l'argument par défaut, ça va être true. Ça donne ça. Là, ces mouvements sont un peu plus naturels parce qu'il peut se déplacer en diagonale. Mais le truc, c'est qu'éventuellement, il peut se cogner contre les jarres. Bon, après, c'est assez ok, hein, honnêtement. Les deux sont envisageables, comme ça vous avez le choix. On pourra même en faire une export var du connect diagonals, là plutôt que d'en faire un argument. On pourra en faire une export var ici. Comme ça, à chaque instance de votre pathfinding, vous pourrez y changer. Dire cette instance, je veux qu'elle connecte les diagonales ou pas. Voilà, c'est à vous de voir un petit peu comment vous voulez manager le truc. Mais il y aura plein de solutions. Bon, il nous reste un petit dernier truc à faire. Et je vais vous montrer un petit peu quel est le problème. En gros, notre personnage, s'il est près d'un mur, voilà, il se peut qu'il aille chercher une position qui soit en dehors de la map. C'est-à-dire que par exemple, là, quand il a fait Wander, il allait chercher une position. D'ailleurs, ça a dû nous faire une erreur. Voilà, on a une erreur. Can't get point pass with ID 46 doesn't exist. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il est allé chercher un point, soit qui est carrément en dehors de la map, soit un point qui est dans les murs, en fait. Donc en fait, il est allé me chercher un point qui n'est pas valide, en fait. Donc là, il me faut un moyen de savoir si le point que le squelette va chercher est valide ou pas. Donc en fait, dans le Pathfinder, je vais me déclarer une nouvelle fonction qui va me dire isPointValid. Func is positionValid plutôt. Parce qu'on va lui donner une position et pas un point. Ça va m'envoyer un booléen. Et donc ça va prendre une position en argument. Et ça va me dire est-ce que cette position est valide ou pas. Donc en gros, en sous-entendu, est-ce que c'est du sol et est-ce qu'il y a un obstacle ou pas dessus. Donc en fait, je veux, pour que la position soit valide, il faut que ça soit du sol et qu'il n'y ait pas d'obstacle dessus. Donc en fait, tout simplement, ce que je peux faire, c'est convertir cette position en une cellule. Donc déjà, je vais faire var cell égale tilemap.world2map. Attendez, il m'embête parce qu'il veut que je lui retourne un booléen et je le fais pas. Donc là, je vais juste faire return true, comme ça il sera content. Donc tilemap.world2map. Donc ça va me donner la cellule qui correspond à la position que je lui donne. Maintenant, cette cellule, il me faut son ID. Donc je vais faire var cell point ID, on va l'appeler, qui va être égal à compute point index, et je lui donne cell. Donc on se retrouve avec l'ID dans le A star qui correspond à la position que je vais donner en entrée. Maintenant je veux savoir est-ce que le A star il a ce point ou pas en fait. S'il n'a pas ce point, c'est que le point est invalide. Et ou s'il a ce point mais qu'il est désactivé, c'est aussi que c'est invalide. Donc en fait ce que je vais lui faire c'est return A star point asPoint point ID. Donc il faut que le A star ait ce point et il faut que ce point soit valide. Et pour savoir ça, je peux lui demander est-ce que ce point est désactivé ou pas. Donc je lui donne point ID. Et donc il faut que ce point ne soit pas désactivé. Donc on va inverser ça. Donc si le A star a ce point et que ce point n'est pas désactivé, à ce moment-là, c'est que la position est valide. Donc maintenant, on a une fonction qui nous dit, on lui donne une position dans le monde, et ça nous renvoie, est-ce que c'est une position valide ou pas? Est-ce que c'est une position où tu as le droit d'aller ou pas? Donc maintenant, on va aller dans le squelette, et dans l'état Wander, on a un truc qui nous génère une nouvelle destination. Donc ici, il va falloir qu'on modifie un tout petit peu cette fonction-là, pour qu'elle nous donne toujours une destination qui est valide. Et en fait, plus exactement, on va séparer ça en deux fonctions. On a bien generate new destination, qu'on va laisser comme ça, mais on va juste rajouter un func find wander destination qui en fait va nous trouver la position à laquelle on va aller et qui va elle appeler le generate new destination, vous allez voir. Donc là on va avoir var pose égale generate new destination et là on va lui dire si owner a un pathfinder, ou un pathfinder est différent de nul. Donc si notre ennemi a un pathfinder, ici on veut s'assurer que la position est valide ou pas. Donc on va faire pose, on va faire pathfinder.isPose position valide. Et là on va lui donner notre position. Alors il me semble que j'ai mis un underscore à isPosition valide, j'aurais pas dû. Je vais retirer le underscore parce qu'on l'appelle de l'extérieur ça. Et ça on va se le mettre avant le onEvent.
Voilà, c'est juste histoire que tout soit bien rangé. Ok, donc on retourne dans notre squelette. Paf, on retourne dans Wonder. Et donc là, en fait, ce que je veux faire, c'est utiliser une boucle while. Donc en fait, une boucle while, c'est une boucle qui se répète tant que une condition est vérifiée. Donc en fait, là, tant que cette position n'est pas valide, je veux que tu continues à en chercher une nouvelle, en fait. C'est ça qui se passe. Donc là, je vais lui dire pause égale generate new destination. Donc là, en fait, tant qu'il n'arrive pas à trouver une position qui est valide, il va en régénérer une nouvelle. Donc là, il va générer plein de fois une destination jusqu'à ce qu'il en trouve une qui est valide. Voilà. Et là, je peux juste faire return pause. Je retourne la position. Là, il manque le owner, c'est pour ça qu'il ne le trouve pas. Owner.pathfinder.isPosition valide. Donc en fait, je vérifie que le Pathfinder existe ou pas, parce que si notre squelette, on lui donne pas de Pathfinder, à ce moment-là, il n'a même pas besoin de vérifier si la position est valide ou pas, il va juste chercher à y aller, et c'est tout. Et par contre, s'il a un Pathfinder, il va quand même vérifier, bah attends, est-ce que cette position, je peux y aller ou pas? Est-ce que c'est une position qui existe ou pas dans le monde? Donc voilà, et maintenant, plutôt que d'appeler Generate New Destination, ce qu'on va faire, c'est Find Wonder Destination. Et là, plutôt, on va l'appeler Generate Random Destination. Random Destination. Generate Random Dest. Allez. Voilà, ça me paraît plus clair en fait. On comprend mieux ce que fait chaque fonction. Ça génère juste une position aléatoire, peu importe laquelle. Et ça, par contre, ça vérifie si la position qui a été générée est valide ou pas. Et si elle n'est pas valide, on en régénère une jusqu'à ce qu'on en trouve une de valide. Ça te trouve vraiment la bonne position où est-ce que tu veux aller. Bon, ok. Donc lançons le jeu, on va essayer de le coller contre un mur et de voir s'il arrive à trouver des positions. Là, il a bien trouvé la bonne position. On va le refaire plusieurs fois. Ça a l'air d'être bon, hein. Et voilà, ça se comporte comme on veut. Et voilà. Donc, c'était assez velu aujourd'hui, mais c'est normal parce qu'on a vu un petit peu le pathfinding, un petit peu comment ça fonctionnait avec un A-Star et l'implémentation de A-Star de Godot. Donc, si je récapitule, en fait, on a vu 3 choses qui sont importantes. On a vu premièrement comment utiliser le A-Star, c'est-à-dire on lui donne des points, on connecte les points entre eux, et on désactive les points qui sont inaccessibles parce que par exemple il y a un obstacle dessus. Donc ça c'est la première chose, on nourrit le A-Star, on lui donne les données qu'il va pouvoir utiliser. Ensuite on a vu comment du coup récupérer un chemin avec ça. Et dernier point très important, on a vu l'injection de dépendance, la dependency injection, qui nous permet de créer des dépendances un peu moins strictes entre nos nœuds. C'est-à-dire que là notre nœud squelette par exemple, il peut se débrouiller même s'il n'a pas de Pathfinder. Il va juste aller prendre des lignes droites, mais il peut se débrouiller sans Pathfinder. Et on ne crée pas une dépendance directe entre le Pathfinder et le squelette. C'est-à-dire que notre arbre, il peut rester assez modulable, on peut un peu le changer. Ça posera pas trop de soucis, ce sera facile à changer. Alors que si vous l'aviez fait en faisant un getParent.getChild, machin truc, ça aurait été l'enfer. En fait, on lui injecte la dépendance plutôt que de la coder en brut, de la coder en dur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en ressentez le besoin. En tout cas, n'hésitez pas non plus à liker si ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets en description les liens vers le Discord si vous voulez nous rejoindre la communauté. Je vous rappelle que je fais des lives sur Twitch toutes les après-midi de semaine, donc de 14h à 18h. Vous pouvez venir voir, c'est du game dev et du pixel art tous les jours, donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil. Je vous rappelle que tous les assets pour faire le jeu, je vous rappelle aussi que tous les assets que j'ai fait pour cette série qui permettent de faire le jeu exactement comme on le fait dans la série sont disponibles en description au lien de la page itch.io. C'est gratuit, vous pouvez y aller. Servez-vous. Je vous rappelle aussi que si vous voulez, vous pouvez faire un don sur le Ko-fi qui est ici, là. Si vous faites un don mensuel, ça vous permettra d'accéder aux vidéos un petit peu en avance. Voilà, c'est un petit avantage que ça vous offre. Et surtout, ça me permet de me soutenir et de me rémunérer un petit peu. Donc c'est chouette. Et voilà, bien sûr, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux qui sont marqués là-haut. Et je vous fais plein de poutous et je vous dis à la prochaine, en fait. Salut!